Donc, ma question, pour aller droit au but, c'était quelles sont les possibilités raisonnables de relation avec une femme maghrébine. J'ai remarqué ce que toi tu appelles une récurrence sur certains comportements et qui, à la longue, deviennent pesantes. Donc, j'ai fait une analyse, on va dire, psychologique, voire psychiatrique, parce que on va discuter un petit peu plus en avant. Et si je t'ai demandé... Ah oui, ça y est, pardon, je viens de retrouver ce que je voulais dire. Je précise par rapport à un certain nombre d'études de cas qui m'ont été commandées et qui n'ont simplement... qui étaient hors sujet. Je ne suis pas psychothérapeute, je ne guéris pas le mal-être, je ne guéris pas les gens, je ne soigne pas les déprimes, les dépressions, les malaises, tout ça, je ne fais pas, ne m'appelez pas comme un médecin pour aller mieux, ne me déversez pas comme dans un égout votre mal-être, votre impuissance, vos névroses, etc. Ça n'est pas mon métier, je ne suis pas formé pour, je n'aime pas ça et je ne vous aiderai pas à aller mieux. Exprimez-moi de façon claire un dilemme relationnel, c'est-à-dire une situation qui est bloquée dans la dynamique avec une personne, que ce soit présent ou passé, que ce soit produit une fois ou à plusieurs reprises, c'est-à-dire que ce soit une occurrence ou une récurrence, et j'essaierai, comme un puzzle, comme un objet, comme de la mécanique, comme un objet, de la démonter, remonter, et d'essayer de vous permettre d'y voir clair. Donc je ne guéris pas, et petit 2, je ne fais pas revenir l'être aimé. Donc arrêtez de m'appeler pour me dire une personne me manque, je veux la récupérer. Je ne fais pas de plan de bataille pour récupérer son ex. Voilà, les deux préambules dont je voulais qu'ils soient bien clairs. Allons-y. Très bien. Je me présente un petit peu. J'ai 47 ans. Je m'appelle, alors je vais masquer mon prénom, je m'appelle Adam. J'ai une entreprise depuis 20 ans, une toute petite boîte qui fabrique des prothèses dentaires. Oh, ça paye bien ça en général. Oui. Vous vous gavez un peu sur les prothèses dentaires, mes salauds là. Vous faites des marges des belles marges d'enculés. Ce fut le cas. Donc nous ne sommes plus des enculés, mais des enculables. Non, ce fut le cas, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Pour pas mal de raisons économiques actuelles. Ouais, c'est ça. Changement de convention. Ce fut le cas, ouais. Bien. Bon, alors. Alors, donc, moi, je suis célibataire depuis 4 ans. J'ai quitté la mère de mon fils, portugaise, née au Portugal. Et après une longue bataille, j'ai obtenu la garde de mon fils. Donc, je suis célibataire et je vis avec mon fils actuellement âgé de 11 ans. Et cela fait 4 ans que je tente en vain de refaire ma vie avec une femme. Et il y a donc 4 ans, donc c'était en 2016, j'ai tenté l'expérience de rencontrer une femme qui était une femme marocaine née à Casablanca, arrivée en France à l'âge de 18 ans. Et on va dire que je suis tombé sur le profil de la gratteuse, au sens propre comme au sens figuré. Donc c'est une expérience qui a duré 1 an entrecoupé. Et j'ai découvert effectivement que les femmes maghrébines, j'appréciais leur physique et parfois, j'ai dit bien parfois, leur sensualité. Voilà. Donc cette relation a pris fin au bout d'1 an. Nous sommes restés amants pendant 2 ans. Donc on se revoit par moments, on s'est revus par moments. Et ensuite, j'ai rencontré d'autres femmes, toujours sur Internet, des sites de rencontres, donc des situations plus ou moins catastrophiques, avec des gens très bien faits sous certains angles et puis sous d'autres qui vous annoncent brutalement qu'elles sont menacées de mort, des choses comme ça. Enfin, c'était chaotique. Il y a 2 ans, je fais la connaissance... Oui, je t'en prie. Non, je n'interviens même pas. Il y a 2 ans, je fais la connaissance d'une femme qu'on appellera Anan, qui, elle, contrairement aux femmes que j'ai rencontrées, est veuve, mère d'un petit garçon qui a pratiquement l'âge du mien. Donc,
un petit peu difficile au départ parce que comme elle était veuve depuis 4 ans et que il y avait personne autour d'elle, j'ai bien senti que socialement elle était un peu désociabilisée et que c'était un petit peu difficile pour elle d'élever son enfant seule. Et je me disais, dans mon fort intérieur, une femme veuve, il n'y aura pas le spectre de l'ex dans l'environnement, ce qui fut ma première erreur. Donc je commence cette relation et là je découvre effectivement que le décès de son mari lui a permis de devenir millionnaire pratiquement du jour au lendemain. Donc comme tu l'auras compris, j'ai une situation aussi qui est enviable pour une certaine partie de la population. Donc on est dans un confort matériel tous les deux qui nous permettent de nous assumer et de pouvoir avoir une relation qui soit pas influencée par l'argent, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Oui, le mec qui nous disait il y a 5 minutes qu'il s'était pas gavé, 5 minutes après, nous sommes dans un confort matériel. Il y a effectivement, passé un certain âge, après 40 ans, je pense qu'on a déjà construit une partie de ça. Bon, je te charrie, je te charrie. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est qu'en arrivant dans sa vie, la relation, elle m'explique qu'elle a connu qu'un homme dans sa vie, sexuellement, voilà, qu'il est parti, et que je découvre qu'il y a encore ses chemises 4 ans après, pendues partout, des albums, enfin tout un tas de choses. C'est celui qui est mort? Ouais. C'est logique. Voilà. Pour toi, enfin moi sur le moment, si tu veux, je ne prête pas attention. Bah oui, mais l'homme ne prête jamais attention, puis après il s'étonne. Puis après il m'appelle en panique, en catastrophe, en déprime, en dépression. C'est le détail. Ou la dépression, je suis déjà passé par là. Voilà. Donc j'ai un regard un peu différent. Voilà. Ce que permet la boîte à outils à des hommes qui ne sont pas préparés, c'est de s'épargner la souffrance. À condition qu'ils l'appliquent. Je regarde mon travail depuis moins d'une semaine, donc je peux pas me permettre d'évaluer ce qu'il y a dedans, mais je t'entends rarement parler de problèmes psychiatriques. Donc voilà, on va en parler, et puis la religion bien sûr. Donc nous commençons cette relation, je vois bien que elle veut pas coucher tout de suite, donc je prends le temps, et puis j'ai un certain savoir-faire, donc je la laisse venir vers moi. Ça se passe plutôt pas très bien au départ parce que elle n'a pas de repères, elle a plus de repères. Donc je la remets sur le droit chemin, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis au fil du temps et très rapidement, je vois qu'elle m'appelle pas par mon prénom mais par mon nom de famille. Donc je la laisse faire et puis ensuite c'est plus mon nom de famille, tout ça très vite dans le même laps de temps, mais par un surnom qui est Chétan, c'est le diable. Voilà. Donc pour elle, j'entendais 20 fois par jour, tu es le diable, tu es le diable. Je commence, au premier regard, j'ai des sentiments vraiment très forts pour cette femme. Elle est très grande, très belle, avec un travail avec on va dire du pouvoir, puisqu'elle travaille dans le parquet civil d'un tribunal, donc elle a une espèce de petit pouvoir sur les dossiers. Ouais, on va en venir au problème. Le problème, il est que rapidement, alors que je lui dis au bout de 2 mois que j'ai des sentiments pour elle, elle est en vacances à Dubaï. Et elle m'annonce. On ne déclare pas ses sentiments comme on déclare ses impôts. Même pas. Et que cette relation ne pourra pas continuer dans le temps, sinon je ne deviens pas musulman. Oui, ça s'appelle la curiosité pour l'altérité, l'intérêt pour l'altérité, la tolérance, la bienveillance, l'amour et la paix. C'est la religion de la RATP. Je connais pas encore. C'est la religion de l'amour, de la tolérance et de la paix. Donc, ce soir-là, j'étais chez moi avec un... C'est la religion de l'ouverture unilatérale. C'est-à-dire qu'il faut que nous, on s'ouvre, évidemment, à l'altérité, à l'enrichissement culturel. Par contre, eux, non. Eux, ils exigent alignement sur leur modèle culturel, théologique, social, quotidien, et tout ce qui régit
tout ce qui régit, si tu veux, les rapports hommes-femmes en font évidemment partie. Mais t'as l'air surpris. Mais tout le monde le sait, ça. Non, parce que bon, j'ai étudié la question à l'époque et j'ai fait... T'as pas bien réduit, alors? J'ai suivi des séminaires ensuite avec une spécialiste de ces situations. Une spécialiste de ces situations? Mais t'es bien dans la merde pour quelqu'un qui a vu une spécialiste de ces situations. Non, mais c'était après être dans cette situation. Je me suis dit, mais dans quel panneau est-ce que tu viens de te planter? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi une spécialiste de ces situations? Je comprends pas. Quel est son métier? C'est une femme qui est coach pour des femmes qui sont des femmes maghrébines et qui, passé 40 ans, souffrent du poids culturel. Ou du poids tout court, d'ailleurs. C'est un peu ça. Le poids culturel de la cuisine à l'huile, ouais. C'est très bon, les tagines et les couscous. Ah oui, donc c'est très... J'ai mangé des pieds de veau à la marocaine. Si, puis c'est très varié et très bon pour la santé, d'ailleurs. On voit bien leur physionomie post 40 ans. Ah, c'est sûr, c'est pas des Chinoises. Hein. Tu vois, au Maghreb, les bouteilles d'huile, elles font c'est des gallons, elles font 4 ou 5 litres. Les paquets de sucre, ils font 10 kilos, mais à part ça, tout va bien. C'est ça. Mais si tu vis en Italie, tu as droit au café. Mais eux, ils ont la théière avec la menthe, où ils mettent 500 grammes de sucre à l'intérieur. Donc voilà, je commence à approfondir un petit peu le sujet à cette époque. Non mais j'ai pas compris. Donc cette femme est coach pour femmes maghrébines de plus de 40 ans, c'est ça? C'est ça, et qui se cherchent en amour et qui n'arrivent pas à comprendre que le poids de leur culture et le poids familial... Mais qui cherchent de l'amour où? Au Maghreb ou en France? Non, en France. Ah oui, parce que bizarrement, le poids de leur culture chez elles, ça va. Elles ont tellement honte vis-à-vis de leur famille de fréquenter des Français, parce qu'elles ne veulent pas de Maghrébins dans leur vie, et qu'elles sont empreintes d'un certain... Mais pourquoi elles veulent pas de Maghrébins dans leur vie? Elles sont pas ouvertes à l'altérité? Non, elles sont pas progressistes? Bon, je dirais que maintenant je suis pas le spécialiste, mais je connais tellement bien le sujet. Le mâle marocain, pour elles, c'est tout ce qu'elles ne veulent pas dans leur vie, puisqu'effectivement, il représente la domination, il représente le machisme, il représente en fait... Ah ben c'est marrant, parce que les femmes occidentales, progressistes, bourgeoises de gauche, elles le trouvent formidable, ce mâle marocain. Eh ben oui, mais elles n'en veulent Alors c'est quand même étonnant que les femmes qui l'ont subi et vécu et côtoyé depuis leur naissance n'en veulent plus. Je sais pas, il y a peut-être un petit paradoxe là. Alors toi tu appelles ça un paradoxe et je te trouve... D'ailleurs tu utilises souvent le mot paradoxe dans tes audios, tes vidéos. Je trouve l'adjectif mal choisi. Pour moi c'est de l'hypocrisie. Parce que tu ne peux pas dire que tu es une femme musulmane et le précepte du Coran, l'adorer, le chérir, mais dans un autre temps faire tout sauf ce qu'il y a dans ce Coran. Ouh là là, mais comme dit Michel Ney, si c'est vrai, c'est très grave. Mais non seulement c'est très vrai, j'ai des éléments là avec toi que je vais développer. Tu veux dire que les femmes, notamment communautarisées et notamment membres de la RATP, auraient généré une forme de double éthique visant à géométrie variable, une double éthique, une double allégeance à géométrie variable, visant à les faire d'un côté adhérer, du moins en théorie, à un code ethnico-juridico-religieux, de façon, on va dire, globale et abstraite, mais par contre, dans la pratique, confrontés à ce que serait la vie quotidienne en appliquant ce même code, préfèrent prendre l'avion ou le bateau et puis venir en faire la version light ici. C'est ça. Ben alors ça, si c'est vrai, c'est vraiment très grave. Et Stéphane, je sais que cet audio va te choquer parce que je vais t'amener à un niveau de conscience au niveau de cette pratique qui m'est arrivée plusieurs fois. Mais si tu veux, j'ai des éléments concrets et pour aider les gens qui vont écouter et regarder cet audio, il y a une question
question à poser à une femme maghrébine, ce que j'ai utilisé ensuite, hein, j'avais pas ta boîte à outils, donc je me suis fait ma boîte à outils. Et poser une question à une femme maghrébine, c'est de citer par ordre de préférence ce qu'elles aiment le plus dans leur vie, là où elles ne peuvent pas faire d'impasse. La religion, ton mari, ta famille, tes enfants. Systématiquement, une femme musulmane placera sa religion en numéro 1. C'est étonnant ce que tu me dis là. Vraiment, je tombe des nues. Je te sens cynique. Jamais. Alors, mon deuxième prénom, c'est Jean-Michel, et mon troisième, c'est premier degré. Alors, pour en revenir à cette femme, elle m'avait dit très clairement au début que la sodomie était interdite et que c'est comme si on lui enfonçait un bâton dans le cul. 1 an et demi plus tard, elle me demandait, lors d'une soirée un petit peu festive, si c'était possible parce qu'elle en avait très envie. On n'est plus dans le paradoxe, on est dans quelque chose de complètement que moi j'ai découvert avec une violence inouïe. Et tout. Tu veux dire un petit peu comme se réclamer d'une religion qui bannit l'alcool, mais par contre entre 4 murs, dans des soirées privées, entre gens de bonne compagnie, etc. Avoir une pièce remplie d'alcool du sol au plafond. C'est ce qui se passe. Ah oui, mais c'est... Aujourd'hui. Non, je refuse d'y croire. Vraiment, alors là, je t'assure que tout un pan de mon monde mental est en train de s'effondrer là. C'est faux, et je te dis que cette femme m'a demandé, je cite de pauvres les guillemets, je n'ai jamais fumé de pétard, et j'aimerais fumer un pétard parce que nous sommes le premier pays exportateur de cannabis au monde. Ben, elle fait tourner la culture locale, elle a un petit côté souverainisme, kilomètre zéro, nationaliste. Et le vin rouge se boit avec du fromage, pas le vin blanc. Je lui dis c'est faux, il y a certains fromages que l'on peut boire avec du vin blanc. Je lui ai fait tester tout ça, le champagne aussi, la cigarette, un soir le pétard. Elle était très contente de dire à ses amis, parce que j'en ai jamais vu en 2 ans, à sa cousine, qu'elle avait expérimenté. Oui, non, mais ça c'est un autre sujet qui n'a rien à voir pour le coup avec la RATP. C'est les fameux meilleurs amis des femmes dont tu entends beaucoup parler avant d'être avec elles et après, mais que tu ne vois jamais pendant. ça, on pourrait en faire un podcast. D'ailleurs, je pense qu'avec Léo, on en fera un podcast entier de 90 minutes un jour. C'est ce fameux cercle ou demi-cercle. J'exclus la famille, hein, j'exclus les sœurs, les belles-sœurs, les cousins, etc. Je te parle de ces fameux amis piliers, entre guillemets, c'est-à-dire primordiaux à leurs yeux, et dont tu entends parler quasi quotidiennement ou de façon hebdomadaire avant que vous nouiez une relation intime. Tu fréquentes la nana 6 mois, 1 an, 2 ans, tu ne les rencontres absolument jamais. Et quand tu la recroises ensuite, bizarrement, ils n'ont jamais disparu, ils sont toujours dans les parages. C'est un moment, mais où sont ces gens et comment c'est possible en fait? Ça m'est arrivé très récemment avec une ex à moi, que j'ai fréquenté quelques mois il y a longtemps en arrivant ici. Et qui me racontait autour d'un verre, il y a 3 semaines, avant ma petite mise au vert, qui me parlait de ce couple de Suisses d'un certain âge, qui serait un petit peu comme sa famille spirituelle qu'elle aurait rencontrée dans le cadre d'un cours, d'une formation, je sais pas quoi, il y a 10 ans, et avec qui elle aurait ces longues conversations, qui l'inviterait, qui viendrait régulièrement, spécialement ici la voir, à qui elle rendrait service et chez qui elle aurait toujours son rond de serviette, sa table, etc. Et je lui dis, mais Mihaela, comment c'est possible en fait? Comment c'est possible que je n'ai jamais, enfin pendant tout le temps qu'on était ensemble, ces gens ne sont jamais venus, je ne t'ai jamais entendu en parler, tu n'y es jamais allé, etc. Ah oui, mais c'est le timing, tu comprends, ça a dû tomber sur un moment. Non mais c'est ni la première fois ni la dernière. Il y a une espèce de géométrie variable également du cercle d'amis qui est presque un peu suspicieuse. C'est-à-dire que moi, si je te parle d'amis proches,
et qu'on démarre une relation, peut-être pas, évidemment, dans les tout premiers temps, mais rapidement, ce sont des gens que tu vas rencontrer, tu peux les dénombrer, ils existent. Bon, combien de fois des femmes m'ont parlé d'amis très proches, notamment quand ces amis avaient une valeur un peu symbolique, quand ils étaient un petit peu acteurs, un peu chanteurs, un peu producteurs, un peu industriels, un peu entrepreneurs, un peu tout ce qu'on veut. Et en fait, on ne les rencontre jamais. On entend vaguement parler de leur ombre, de leur spectre, ce sont un peu des fantômes. Tu te dis, mais où disparaissent-ils? Sont-ils enterrés dans le jardin? Ou se fout-on carrément de ma gueule, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas un des deux qui aurait une tendance, une propension à s'inventer un tissu amical hyper serré qui le rassure et qui lui permet d'avoir plus confiance en lui, de se sentir bien dans sa peau, mais tissu amical qui en réalité peine à survivre à l'épreuve des faits, quoi, à la constatation objective, tu vois. Enfin bon, on s'écarte du sujet, mais ça n'a rien à voir avec la RATP, c'est typiquement féminin, et j'ai envie de dire aux femmes qui nous écoutent, qui sont de plus en plus nombreuses, méfiez-vous que ce que vous annoncez et ce que vous prétendez soit vérifiable. Parce que sinon, on perd de l'estime, et quand on perd de l'estime, on perd du désir. Et après, vous vous étonnez que le type... vous vous étonnez d'avoir une vie sexuelle inexistante. Oui, mais en fait, l'homme doit... Il y a une cohérence... Enfin, pour maintenir l'appréciation, il faut qu'il y ait un minimum de cohérence. Si cette cohérence n'existe pas et que c'est une suite de déceptions, il ne faudra pas vous étonner après. Bon, je me suis écarté du sujet, alors recentrons-nous, recentre-moi. On ne s'écarte pas tant que ça, puisqu'en 2 ans, je n'ai jamais entendu un appel, je n'ai jamais vu d'amis, et elle n'a d'ailleurs aucun ami, pour d'autres raisons. Donc, quand elle revient de vacances, je vais la chercher à l'aéroport, très froide, on décide de rompre quelques semaines, et elle me rappelle un jour en me disant « je veux qu'on reprenne », donc on reprend. Elle continue à m'appeler chez Sam, le diable, voilà, c'est un peu compliqué. Arrive le ramadan, elle m'explique que pendant le mois du ramadan, on ne pourra pas coucher ensemble. Et je lui dis pourquoi, on peut se voir. Elle me dit non, on ne peut pas se voir. Elle finit par venir chez moi, et là elle me dit que je peux pas la regarder dans les yeux parce que ça provoque du désir chez elle et que... Le ramadan, cette coutume typiquement française. Voilà, c'est tout. Exactement. Exactement. Mais elle n'est pas rentrée faire le ramadan chez elle, bien entendu. Ah non, elle était ici, voilà. Pour la première fois, je l'ai vu faire sa prière. Je me suis dit, parce qu'elle, bien sûr, elle ne prie pas, hein, sauf au moment du ramadan. Et donc, je ne pouvais pas la regarder dans les yeux. Donc, elle a fini par rentrer chez elle, et je ne l'ai pas vue pendant 3 semaines, un mois, on ne s'est pas parlé. Et de fil en aiguille, la situation a commencé à s'aggraver jusqu'à ce qu'elle parte en vacances au mois d'août et qu'elle trouve un prétexte pour me larguer comme un coquillage vide. Oh, c'est joli ça. C'est inattendu cette allégorie. C'est pas de moi. Ah bon, bah fallait pas me décevoir. Tu avais placé la barre très haut. Je suis désolé de le faire. Tu te trompes sur mon sujet. Et donc, je tombe dans une profonde dépression. Mon fils était parti en vacances. Sa mère avait bloqué mon numéro. Enfin, bon, je savais pas où était mon fils. C'était un peu catastrophique. Je tombe dans une profonde dépression et je décide d'aller voir un psychiatre. On peut appeler le docteur Z. Et je lui dis, voilà, je sors avec une femme. Je me sens mal. Ça se passe mal. Je lui dis le prénom. Et là, il pousse un hurlement en me disant, vous devez faire pénitence. Pardon. Il me dit oui, je la connais, je l'ai suivie. Il n'a pas le droit de te dire ça. C'est pas sérieux. Il est rentré dans des détails complètement invraisemblables. Il est inscrit à l'ordre des médecins? Parce que là, il se parjure. Il est inscrit à l'ordre des médecins. Il se parjure. Où est le secret médical, là? Je comprends pas. Il n'y en a pas. Et il se parjure et il m'explique que, en fait, je ne peux rien faire pour elle. Bah ça, je te l'aurais expliqué aussi, et ça aurait été plus vite. Hein. Lui-même, étant un spécialiste, ne peut rien pour elle, qu'elle a plusieurs pathologies, et que son mari, contrairement à ce qu'elle me disait, qu'il était merveilleux, riche,
était en fait homosexuelle et que lui-même, le psychiatre, avait voulu coucher avec elle et qu'elle avait refusé. J'allais te le dire. Je l'avais sur les chatons qui me connaissent depuis 10 ans ont deviné que je l'avais sur le bout de la langue, qu'il l'avait niqué. Enfin, ou qu'il avait essayé. Il a essayé. Et il a dû souffrir suffisamment pour que ça le mette, pour que ça le libère, en tout cas selon lui, de son devoir de secret. Et c'est très grave ça, pour le coup. Là, je suis pas du tout cynique. Je pense qu'il a voulu sauver ma vie à ce moment-là, puisqu'un soir où j'étais chez elle, j'ai eu une idée très sombre de rentrer chez moi et sur le chemin du retour, franchir le pont de la Seine. Ben oui, mais pourquoi? Parce que Philippe de Vulpillère, l'homme tue et la femme rend fou. Probablement. Et quand l'homme est trop rendu fou, ben il se tue lui-même. Bah oui, Coco, mais en même temps, tu as cédé aux appâts de l'autre rive. Tu as voulu embrasser et étreindre l'altérité merveilleuse de l'autre côté de la Méditerranée. Et ben voilà où ça t'a mené. Voilà, une bonne leçon pour les chatons. C'est l'objet aussi de mon appel, c'est de laisser... Ce continent merveilleux et valorisé par tous les afrodescendants, mais sur lequel personne ne veut habiter. C'est toujours merveilleux, c'est tellement formidable. Il y a tellement de racines, tellement d'histoires, tellement de tout, qu'il faut absolument habiter chez nous. Ouais. J'ai entendu à la fin de notre relation, tu es comme tous ces Français qui estiment que je ne suis qu'une sale arabe. Et j'ai dit, mais je n'ai jamais prononcé ce mot. Oui, ça c'est le racisme qui a bon dos. Hein. C'est un moment quand on a poussé l'autre au bout de toutes ces contradictions, on prétend que de toute façon, ça n'aurait jamais marché, puisque autodépréciation, je suis un sale bougnoul, je suis un sale arabe, je suis ci, je suis ça, ce qui n'était en fait jamais entré dans l'équation. Tu n'as jamais agi en fonction de ça. Au contraire, t'étais voilà, t'étais même un peu excité par l'altérité, donc c'est vraiment le comble. Mais c'est pour ça qu'on ne peut jamais gagner, on ne peut jamais gagner une dispute ou une discussion de ce type avec une femme, c'est parce qu'elle recourt pas à la logique. Donc tu peux pas gagner, puisqu'elles vont utiliser des arguments qui sont indubitablement, à tout observateur sérieux, falsifiés ou erronés, ou incomplets, ou hors sujet. Il n'y en a jamais eu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a aucune logique, aucune intelligence relationnelle. Tu as mon séminaire F pur? Non, parce que je ne suis même pas un chaton, je suis même pas un embryon de chaton, je ne me considère pas... Bah achète-le, parce que tout est dedans. C'est normal que tu ne comprennes rien, là. Bah, j'ai suffisamment compris, parce que je me suis beaucoup penché sur la partie psychologique et psychiatrique pendant 2 ans, pour avoir lâché le côté psychologique et psychiatrique, pour découvrir... oui, mais enfin, excuse-moi, avec moi, ça aurait été plus vite. Avec moi, ça met pas 2 ans. Hein. Comme dirait l'autre, la question, elle est vite répondue. Hein. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Puis 2 ans de psy, ça coûte cher. Hein. T'as dépensé combien? Non, moi j'ai fait 1 année de psychothérapie, je suis allé voir 2 psychiatres. Ouais, ben compte, fais l'addition, compte. Et dernièrement, j'ai discuté deux fois avec un psychognitif dont j'ai suivi le travail et qui est un spécialiste des sectes. Il a pendant 20 ans publié et étudié sur le domaine des sectes. Oh là là, mais alors s'il y a des parallèles entre les sectes et la RATP, c'est très très grave. Bah... On va en parler un petit peu là. Mais... Ou peut-être une prochaine fois, parce que là, je pense qu'on commence à avoir fait le tour. Et donc, alors pour en revenir à ce psychiatre, il me dit, cette phrase sera le titre du livre que je suis en train d'écrire, c'est la beauté du diable. Ah, la beauté du diable. Et son mari n'avait pas les mêmes mœurs que vous, les mêmes mœurs. Donc j'y suis retourné 2-3 fois pour essayer de comprendre. Il me dit, mais vous ne comprenez pas les mœurs. Il était homo. Ah, d'accord. Bon, ok. À l'issue donc de ces entretiens, j'ai décidé de faire ce que toi tu as fait, d'investiguer, de devenir un enquêteur et de poursuivre cette relation malgré les tyrannies, les brimades, jusqu'à la gifle. Hein, parce que ces femmes qui ne veulent pas de Marocains qui giflent et qui frappent se permettent de lever la main sur un homme. Oui, parce que toi, tu répondras pas.
passé 12 ans avec une Italienne. T'aimes bien les emmerder, toi, hein? Ouais, j'ai passé 12 ans avec une chieuse. Comme on dit en italien, mi rompi coglioni. Hein, voilà. Una bella rompicogliona. C'est ça. Les amateurs comprendront. Ouais. Et donc, cette relation avec cette maghrébine s'est poursuivie dans des délires psychiatriques complètement hallucinants, puisque j'ai utilisé une méthode de la mettre face à ses contradictions, celle qui voulait une relation fluide, s'attachait à chaque détail et chaque mot, et à chaque vacances que nous devions passer ensemble, juste quelques heures avant de ces vacances, pointait du doigt quelque chose que j'avais dit une semaine, 15 jours avant, qui n'allait pas, et qu'elle arrêtait cette relation. Voilà. Voilà. Ben écoute, je pense que c'est une bonne présentation. Je pense avec cette vidéo que nos amis H vont pouvoir faire l'économie de ce genre d'expérience, et c'est aussi le but de cette vidéo, de les prévenir. Oui, enfin, les amis H, je te rappelle quand même que je dois avoir un bon 20 ou 25 ou 30% de RATP dans mes clients hommes, donc ça va charquer dans les commentaires, hein. Il va y en avoir du Abdel et du Mouloud qui vont me traiter de bounty. Je répondrai à chaque message, comme je l'ai fait hier en répondant à une de tes vannes. Voilà, bon, ben alors, si vous en avez... si vous avez envie de sortir la lame et de crier à la Wakbar, là, vous balancez tout sur Adam. Hein. Aujourd'hui, c'est pas moi, je suis pas dispo, je suis à la plage, hein. Je suis en vacances. En marocain, ça se prononce Adem. Adem. Voilà. Donc, avec cette femme, ça a été... catastrophique, hein, tu l'auras bien compris. Ça s'est terminé il y a quelques mois, je peux pas en dire de trop. Je trouve que tu es ingrat par rapport à l'enrichissement culturel que tu as dû recevoir de la part de cette femme. J'ai appris que celle qui voulait une relation fluide, en réalité, ne le souhaitait pas. Et tu en parles très peu, enfin je pense, je parle sous ton contrôle, que très souvent les femmes, mais aussi les hommes, utilisent l'autre comme un miroir, et ce que les gens trouvent chez toi comme défaut, ce sont en réalité les leurs. Oui, bon, après, ne simplifions pas tout à l'extrême, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais effectivement, quand les gens avancent d'emblée avec une requête particulièrement claire, ou quand ils te disent être à la recherche d'une qualité, d'une faculté particulièrement explicite chez quelqu'un, c'est généralement petit a qu'ils en sont totalement dépourvus eux-mêmes, ou petit b ils prétendent... enfin, au petit b, après il y a plein de sous. Après, il faudrait faire un B1, B2, B3, B4. Mais voilà, globalement, toujours se méfier d'abord du déclaratif. Hein, le déclaratif, ça n'engage que ceux qui croient, comme la fable de La Fontaine. Et toujours apprendre à regarder les occurrences, les coïncidences, les récurrences. Et se méfier des déclarations de bonnes intentions des cultures qui ont quand même... un lourd passif derrière elle d'histoire alambiquée, de double éthique et d'ethno-masochisme, hein, parce qu'on est toujours formidable, mais enfin on refuse d'épouser quelqu'un de notre clan. Hein. C'est tellement facile de demander à l'autre de changer ses fondamentaux. Ça ne coûte rien, comme elle le disait, c'est gratuit. Mais non, c'est toi qui payes. Absolument. Et j'ai payé le prix fort en demandant... alors j'avais un voisin de palier, au bureau de palier, qui était imam. Et donc j'ai eu des... Mais t'habites dans le 93 ou quoi? Le 9-1. Ah ouais, bon, c'est son petit frère. Et donc j'ai eu des longues discussions avec elle, et il m'a rapidement dit cette femme est folle. C'est comme la sophrologue que j'ai consultée pour essayer de me détendre. Elle m'a dit excusez-moi, mais ce que vous dit cette femme, il y a un problème, il y a autre chose. Faut fuir. Faut fuir. Oui, mais je veux aller mieux. On va conclure là-dessus pour ce premier appel. Mais t'es pas chaton, toi, t'es quoi? Tu as réservé cette consultation? Oui,
j'ai réservé cette Quand consultation. vous trouvez que la formule VIP de base à 137 € par mois est une dépense inconsidérée, repensez à Adam, à ses 3-4 dernières années, et à la vitalité, à la santé, au temps et à l'argent qu'il a laissé dans cette affaire. Voilà. Moi, j'ai perdu ma santé parce que j'ai eu une grave maladie l'année dernière. Ça l'a beaucoup fait rire d'ailleurs. Parce que quand je suis sorti de l'hôpital, elle a éclaté de rire. Voilà. Effectivement, il n'y a aucune empathie. Notre dernier échange, et on pourra peut-être conclure là-dessus si tu le souhaites. Comme toi, où tu m'as tiré une larme il y a quelques jours, où tu racontais ta vie et avec une jeune femme avec qui tu avais rédigé un pacte, et qu'à un moment donné tu as eu un coup dur dans ta vie et qu'elle n'a pas eu une once d'empathie. Moi, un soir où j'ai appris que mon papa, qui était atteint d'un cancer du pancréas, allait mourir plus vite que ce que les médecins prévoyaient, j'étais effondré. Elle est arrivée quelques minutes plus tard et elle m'a enfoncé jusqu'au dernier degré pour me larguer 2 jours plus tard. Oui, voilà. Bah c'est l'empathie de F, en fait, c'est la géométrie variable. C'est ce que tu as vécu toi également, et je trouve que l'analyse que tu en as faite, enfin tu as peut-être pas voulu tout dire, mais je vais moi utiliser des mots différents des tiens. Ce que tu as ressenti à ce moment-là, c'est pas de la déception, c'est de la trahison, Stéphane. C'est de la trahison. Quelqu'un qui te dit je t'aime, moi cette femme elle m'a dit je t'aime, 2 minutes après, je vais bien rigoler le jour où tu iras labourer les champs avec ta GTR. Waouh. Oui, mais en fait, il y a un malentendu. Mais tout ce matériel-là est dans mes séminaires. Il y a un malentendu autour des phrases au présent. Je t'aime, c'est au présent de l'indicatif. Ça veut dire je le ressens sur le moment où je le présente, sur le moment où je le prononce. Donc, je t'aime à 10h33, ça veut dire je t'aime à 10h33. Et toi, tu penses que ça veut dire la même chose à 10h34, 36 et à 11h02. Non, c'est fini. Je n'ai pas cette analyse, j'ai pas la même analyse que toi, puisqu'à ce moment-là... Bah, je te suggère de l'avoir, parce que j'ai plutôt raison sur ces sujets. Parce que je pense qu'à ce moment-là, ça voulait plutôt dire je t'aime, toi, mon objet, je te contrôle. Ouais, non, là, on rentre dans de la psychiatrisation un peu forcée, là. C'est en tout cas la déduction que j'en ai faite et l'analyse que moi j'en ai faite. Oui, bah, c'est très bien, mais tu vas la laisser dans un coin et puis tu vas écouter quelqu'un qui sait sur le sujet, en l'occurrence moi. C'est un autre avis. C'est un autre avis. Oui, mais tous les avis n'ont pas le même poids. De ce que j'entends, j'aime bien tes analyses puisque justement tu ne parles pas de psychiatrie, de psychologie et que les deux peuvent s'emboîter, s'imbriquer. Très justement. Je te mets en garde car tu m'as l'air d'être un homme sympathique et tu as généré mon empathie et à mon avis l'empathie de 80% des followers, hein, à part les 20% de la RATP, qui vont nous dire que c'est une présentation biaisée, que c'est à charge contre eux et que le monde entier se ligue contre eux sans raison et que c'est de l'acharnement. Donc tu as généré sans doute collectivement un sentiment de sympathie et de bonhomie à ton égard de 80% des followers, moi y compris. Donc je te dis amicalement, tu as l'air structuré, tu as l'air sympathique, tu as l'air même relativement intelligent. Je te dis juste, attention de ne pas tomber dans un piège qui est de faire la moyenne des avis de tout le monde. C'est pas parce que tu as l'opportunité de consulter 4-5 soi-disant experts que la vérité résultera d'une moyenne des 4 ou 5. La moyenne de tout, c'est le marron. C'est le beige, c'est le néant. Je pense que la vérité se situe au niveau de la singularité de la personne avec qui tu es en couple. Ta compagne n'est pas singulière, elle a juste plus de F machiavélique. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais je retrouve là dans tes audios beaucoup de choses actuellement que je vis avec ma nouvelle, on va dire, compagne. Aïcha. Par exemple, à qui j'ai demandé hier par écrit dans un mail, peux-tu me dire, dans ta vie, quelles sont tes priorités? La famille, ta religion, et en premier, elle a encore mis la religion. Bah oui, mais si c'est une Aïcha bis, évidemment.
Tu les prends dans le même panier et tu te plains qu'elles ont les mêmes défauts. Alors, le panier n'est pas le même parce qu'elle est née en France. Mais c'est pareil. Mais en réalité, et tu as tout à fait raison, c'est strictement pareil. Mais ça ne change rien. C'est le droit. C'est pour ça que le droit du sol est une ineptie. Ça ne change rien. Et j'ai l'impression, parce que bon, quand j'ai atterri dans sa famille, enfin voilà, je suis, faut bien comprendre, hein, je suis un Françaoui. Quand ils m'ont vu arriver, j'ai bien senti qu'il n'y avait aucune amitié à mon égard et que je faisais tâche au milieu de tout ça. Oui, mais ce que tu viens de décrire, ça s'appelle du racisme. Mais sauf que dans ce sens-là, on n'a pas le droit de le prononcer. Exactement. Tu as été ostracisé de par ton ethnie. Voilà, ça s'appelle du racisme. Non mais écoute, je vais me répéter, puis après, bon, bah, je vais conclure, hein, si tu ne veux pas l'entendre. Ce que tu crois être de la singularité, c'est 98% de tout ce que tu me décris là est dans mon séminaire Logique des femmes. Je pense que c'est celui que j'allais commander en premier. Bah, je pense que tu devrais, oui. Oui. Tu reconnaîtras tout, simplement, je l'ai déjà expliqué à maintes et maintes reprises, c'est une question d'auto-limite, d'auto-contentement, on va dire, et de juste équilibre. L'homme est tendanciellement porté à se comporter comme une brute et comme un salaud. L'éducation et le milieu sont ce qui lui permettent, dans l'immense majorité des situations, de se restreindre et de ne pas se comporter comme une brute et un salaud. La femme est naturellement tendanciellement portée à se comporter comme une courtisane, comme une profiteuse, et à exploiter le fruit du travail de l'homme à son profit et au détriment de l'homme. D'accord ? L'éducation et le milieu lui apprennent à maîtriser cette pente et à ne pas s'y laisser entraîner jusqu'au bout. Là, on est en présence de quelqu'un dont l'absence d'éducation et le milieu antagoniste l'ont poussé, l'ont porté à se laisser aller à sa pente la plus vile. On n'est pas en présence de quelqu'un de singulier. Rien de ce que tu m'as dit de son comportement n'est singulier. Tout est archétypal. Je suis pas rentré dans les détails pour pas que ce soit trop long, et puis on n'est pas chez un psy, donc c'est pas la peine de parler de certains détails sordides. Mais bon, on est face à une pathologie, donc forcément c'est quelque chose de très particulier. Bon, écoute, on a largement dépassé le temps. Écoute Logique des femmes, 1. Je vais le faire. Et rappelle-moi gratuitement, sans réserver de nouvelles consultations téléphoniques, d'accord? Je te prendrai gratuitement. Mais écoute-le avant. Très bien. Voilà. En commentaire, évidemment, écharpez-vous, hein, bien sûr. Laissez l'arme blanche à la maison, c'est pas l'endroit. Si cette conversation vous a éclairé sur un pan de la dynamique homme-femme, rétribuez-la avec un pouce. Et si ces sujets vous intéressaient, que vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Voilà, merci Adam, à bientôt. Merci, au revoir. Ciao, ciao. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible.